Alors j'aimerais revenir sur le cours laboratoire de recherche, parce que c'est un cours dans lequel j'ai beaucoup investi et c'est un cours où l'encadrement des étudiants était, et d'ailleurs continue d'être exceptionnel, mais c'est un cours où on met les étudiants au défi de réaliser en deuxième année du bac, par équipe de deux, je dirais deux maximum, et idéalement deux, l'équivalent d'un petit mémoire de maîtrise. Alors, on demande aux étudiants donc de faire un travail qui réponde aux exigences d'un organisme extérieur université, qui réponde aux exigences de l'université, qui est la longueur 100-125 pages d'un mémoire de maîtrise, et mémoire dans lequel les étudiants doivent devenir compétents sur le sujet sur lequel ils travaillent, élaborer la problématique, l'état de la question, faire un pré-terrain, ensuite faire leur terrain et faire un rapport de recherche, avec le droit de reprise à l'infini, ce qui implique que nous corrigeons beaucoup systématiquement, régulièrement tout ce qui nous est remis, mais avec également l'obligation de remettre le travail à une date fixe autour de la mi-avril, où ils doivent remettre un rapport de recherche officiellement à un organisme, en étant habillés, tirés à quatre épingles, cravatés, robe d'organdie, souliers vernis, en présence du pape si on pourrait, et ils doivent faire un exposé de 5 minutes sur un lutrin en disant « Voici ce que nous avons fait, voici quelle était la question de départ, voici quelle a été notre méthode de travail, voici quels sont nos résultats. Nous avons le plaisir de remettre le travail à l'organisme. » En fait, c'est un cours très exigeant, que les étudiants adoraient, qui les angoissait beaucoup, mais qu'ils réussissaient. C'est un cours où il y avait très très peu d'échecs, parce qu'on encadrait. L'idée, c'était pas de sélectionner au départ, c'était de dire, nous vous donnons toutes les chances que vous voudrez, nous vous encadrons au maximum, mais vous devez prendre ces chances et relever le défi et réussir. Et encore une fois, le taux d'échec était très bas, et ça préparait nos étudiants au niveau de la maîtrise, et parce que, en somme, ayant terminé ce travail, les étudiants s'étaient appropriés symboliquement tout le processus, c'est-à-dire toutes les étapes, et ils réalisaient à la fin de la deuxième année qu'un mémoire de maîtrise, au fond, c'est pas si compliqué, mais que c'est exigeant, et voici comment ça se fait. Ils avaient appris comment ça se faisait, et c'est ce qui a fait que nos étudiants en sociologie étaient nombreux à demeurer et à poursuivre à la maîtrise. Et je me souviens qu'une année, au FCAR, il y avait une douzaine de... FCAR donnait une douzaine de bourses en sociologie. Notre département avait gagné 11 bourses sur 12. Parce que les étudiants avaient des rapports, puis ensuite, quand ils terminaient le rapport, on insistait pour dire, publiez un article de ce rapport. Faites des communications avec ce rapport, faites-vous connaître avec ce rapport. Dans certains cas, exceptionnels, mais peut-être même un article pour une revue. Donc, les étudiants s'appropriaient le métier, et ça leur permettait, en somme, de poursuivre en assumant les exigences, puis en intégrant les exigences du métier. C'est le domaine dans lequel j'ai plus travaillé pour ce qui est de l'enseignement. Mais ce n'est pas le domaine dans lequel j'ai plus écrit. Cette partie m'a demandé énormément de temps de correction, de suivi, mais j'ai écrit principalement dans le domaine de l'histoire des Autochtones, presque, à vrai dire, presque essentiellement.
parce que c'était ma plus grande passion, puis également parce que il y a une urgence, parce qu'il y a un tel silence sur les questions autochtones, la place est tellement grande qu'il est important de le faire. J'ai donc écrit davantage, mais je reviendrai là-dessus. Mais par ailleurs, dans ma carrière, je suis aussi devenu directeur de mon département. Au milieu d'une guerre civile et de chicanes épouvantables. Le département était vraiment divisé, polarisé. Ça a duré des années, c'était assez pénible. Malgré ceci, je dirais que j'ai beaucoup aimé mon travail de directeur de département parce que euh, parce que ça permet de travailler avec toutes les constituantes de l'université, c'est-à-dire avec les étudiants, les associations étudiantes, avec les secrétaires, avec les professeurs, éventuellement avec du personnel technique, ensuite, bien évidemment, la direction de l'université. Et donc, le fait de circuler dans l'université de haut en bas pour son travail, de collaborer avec une équipe de secrétaires, avec un assistant, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé son travail et je pense avoir contribué à ramener, à ramener un morceau de paix. Nous sommes arrivés finalement. Et, mais par ailleurs, j'ai aussi, tout en enseignant, dirigé beaucoup d'étudiants. J'ai toujours aimé diriger des étudiants. Peut-être parce que chez nous n'étions que 3 enfants et que mes parents rêvaient d'une famille nombreuse et qu'à la campagne, certainement parce que ici à la campagne, mon oncle, ma tante, qui avait 6 enfants mais qui en gardait une 12, 13, des fois plus l'été, gérait, gérait la marmaille avec amour et efficacité d'une manière vraiment impressionnante. C'est-à-dire qu'ils étaient investis de beaucoup d'autorité, mais ils nous aimaient beaucoup. Ils jouaient mes oncles, entre autres, jouaient beaucoup avec nous. Le soir, quand les travaux étaient terminés. Et il y avait une manière de gérer le grand nombre qui a certainement contribué à ce que je puisse me représenter parfaitement d'avoir une famille nombreuse de 12, 15, des fois je suis monté à 20 thésards, et à les suivre, à les écouter. En même temps, c'est tellement intéressant parce que des jeunes qui viennent avec des sujets qui les intéressent, qui les passionnent, qui veulent apprendre, ça pose toutes sortes de questions de méthode, d'éthique, de théorie, d'orientation. C'est magnifique. Et c'est beau de voir des jeunes qui s'engagent dans un projet, puis qui arrivent au bout, qui le terminent, qui en sont fiers. Alors ça, j'ai toujours beaucoup aimé. Puis j'ai dirigé des étudiants en sociaux, en histoire, autour des questions autochtones, mais pas seulement. Je me souviens d'un jeune Michel Huot qui était venu me dire Denis, je lâche les études, je ne veux pas faire de maîtrise, je m'en vais sur le pouce. Puis je lui avais dit c'est un beau sujet de thèse, ça, fais ta thèse sur le pouce. Raconte-nous ce que c'est que faire du pouce. Qui vous embarque, quand est-ce que ça marche, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, quelle est l'interaction avec les gens du pouce, etc. Et on avait fait un contrat, tu écris tes notes de terrain à chaque jour, tu m'envoies la somme à chaque semaine, tu mets ça par la poste, et quand tu reviens, tu as tout ton matériel de terrain. Et il a fait un magnifique mémoire de maîtriseur. J'aimais beaucoup des enquêtes de terrain de ce type-là, où on fait de l'observation participante, où on fait des entrevues, mais où il y a un contact avec la réalité, ce qui est très proche de l'anthropologie. Et puis, du côté de l'histoire des Autochtones, au fur et à mesure que je travaillais, je découvrais des archives, des traités,
Par exemple, les traités autour de la conquête, ben, ça a une importance maintenant décisive, mais à l'époque, c'était inconnu. Évidemment, je ne suis pas le seul à avoir traité, analysé, et j'ai pas découvert des traités, c'est-à-dire que ces traités-là étaient connus, mais disons, ce qui était des grandes ententes, ce qui était des traditions, ce qui était des traités, on découvre tout ça, puis on n'en fournit plus de trouver des beaux sujets de maîtrise et de doctorat pour les étudiants, en plus de projets d'articles pour soi. Alors, donc, j'ai suivi beaucoup d'étudiants, de même que j'ai participé à des procès, et dans le cadre des procès relatifs aux Autochtones. Et dans le cadre de ces procès, ben, il y a des recherches, et on peut diviser la recherche, on peut faire des travaux par des étudiants. Alors, il y a beaucoup de mémoires de maîtrise et de thèses qui se sont faits dans un cadre au sens large judiciarisé. Mais ce que je dois dire également, c'est qu'enseigner dans 2 départements, c'était stimulant, parce que pour moi, ça me permettait d'être toujours en sciences sociales et de faire l'histoire des Autochtones toujours avec les sciences sociales, et de plus en plus avec l'anthropologie, un peu avec le droit aussi. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des bouts où j'ai dû parader devant le vice-recteur pour être un peu un traître à mon département, parce que j'aurais dirigé trop d'étudiants dans des départements qui n'étaient pas le mien. Mais ça, c'était exceptionnel. D'une manière générale, tout au contraire, c'était bien reçu, et j'ai toujours eu une bonne collaboration, sauf exception, mais j'ai toujours eu, je peux dire à peu près toujours, une excellente collaboration avec les départements d'histoire et de sociologie, et de plus en plus ultérieurement avec anthropologie et avec droit. Et de ce point de vue-là, mais évidemment, l'enseignement à l'université, c'est vraiment un privilège, parce que nous avons une telle part d'autonomie, puis on peut faire les recherches autour de nos sujets, puis ensuite, quelles que soient les tensions dans un département, d'abord, il n'y en a pas toujours. On peut toujours fabriquer notre propre réseau de relations dans son département et ailleurs, et à cet égard, j'ai adoré ma carrière à l'Université Laval. Alors, dans mon livre, le pays renversé, outre l'économie monde dans lesquelles, et l'échange inégal dans lequel les Autochtones s'inscrivent, j'ai traité des épidémies. Et les épidémies, c'est le phénomène central, majeur, terrible, effrayant, ce qui a pour effet quand on les prend en compte, de renverser complètement notre regard, puisqu'on ne parle plus du peuplement de la vallée du Saint-Laurent, mais du dépeuplement de l'arrivée de la vallée du Saint-Laurent. Il y avait des milliers d'Iroquoiens de Saint-Laurent remplacés par quelques colons français. Bon, tant mieux pour ceux qui arrivent, mais sur le territoire du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord, le mécanisme à l'œuvre est celui des épidémies et de la dépopulation plutôt que du peuplement. C'est donc voir les choses du point de vue de tout le monde et de la vraie manière. Autrement, on occulte le malheur qui arrive à la grande majorité de la population. Pour ce qui est de l'économie, j'ai essayé d'entrer dans l'univers autochtone pour voir dans quelle logique économique ils étaient. Et voir la logique du don, du contre-don, de l'alliance, et comment ils s'ajustaient, comment les Européens s'ajustaient à l'un et à l'autre. Mais pour ce qui est de la religion, je l'ai très peu fait, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre, on va dire, l'offensive missionnaire et l'interprétation indienne de l'influence missionnaire, mais sans trop creuser l'animisme, parce que je n'étais pas encore là-dedans, puis je n'avais pas une connaissance suffisante de cet univers qui m'est venu plus tard. Alors, ultérieurement, en somme, sur cette lancée, j'ai repris
j'ai repris d'autres chantiers et d'autres sentiers. Le premier, c'était la tradition orale. Parce que si, si la tradition écrite est riche, et si on doit toujours en faire la critique, la tradition orale également est riche, mais il faut également en faire la critique, parce que la tradition écrite n'est pas la vérité, et la tradition orale n'est pas la vérité. Mais néanmoins, la tradition orale, elle nous apprend beaucoup, et ce que j'ai trouvé d'assez extraordinaire quand avec Sylvie Vincent, on a fait un numéro de recherche amérindienne sur la tradition orale des premiers contacts. On a travaillé avec des récits des premiers contacts les premiers sont au 17e. Les jésuites rapportent la parole de vieilles femmes inoues ou montagnaises qui parlent de l'arrivée des premiers Français. Donc, les jésuites eux-mêmes recueillent la tradition orale. Et au 19e siècle, on en a recueilli beaucoup. Barbeau, ici, en a recueilli chez les Hurons, etc. Donc, on a recueilli beaucoup. Alors, donc, ce qui m'a surpris, c'est que, au fond, la tradition orale reprenait les grands thèmes de la nouvelle histoire des Autochtones. C'est-à-dire, l'histoire de l'Amérique au 16e siècle, 17e siècle n'est pas celle d'une découverte, mais d'une conquête. La tradition orale le dit. La tradition orale nous dit que les Indiens ont voulu faire une alliance, mais qu'ils ont été défaits par un général qui a sorti une bouteille, qui a enlevé le bouchon, puis qui a soufflé la maladie, et que c'est ce qui a fait que les Indiens ont perdu et qu'ils ont dû subir le joug de l'homme blanc. Ben, ma foi, c'est bien ce que j'étais en train de faire en disant « Ouais, les épidémies, il faudrait en parler, il y a des sources dans les archives, puis il faut écrire là-dessus, puis je vais en faire un morceau dans un chapitre, ou en d'autres temps, un chapitre complet, ou un livre, ou d'autres en ont fait des livres complets. » Mais on avait tort de ne pas être allé voir la tradition orale avant, parce que la tradition orale nous parlait déjà de l'arrivée des Européens. Il nous parlait également, ça c'est très précieux pour la traite des pelleteries, de l'arrivée des premiers objets, de l'arrivée des couteaux qui facilitent la vie, mais de l'arrivée aussi de ces grands tuyaux qui crachent le tonnerre, c'est-à-dire des armes à feu, et comment l'introduction des armes à feu est à l'origine de guerres, par exemple, entre les Ojibwés et les Sioux. Nous parle également de l'arrivée de l'alcool, comment on va tester l'alcool, comment il y a un délire associé à l'alcool, comment il y a des problèmes associés à l'alcool. En somme, elle nous parle de deux marchandises qui ont fait problème, c'est-à-dire les armes à feu et l'alcool. Ensuite, il y a des récits, il y a des récits chez les Ojibwés où il y a un vieillard qui se lève un matin et va retrouver la jeunesse et leur dit j'ai rêvé qu'il y a des barbus qui sont arrivés à Québec, descendons, allons-y. Et donc on descend. Et on retrouve des copeaux de bois plus gros que ce qu'on trouve normalement avec les haches de pierre. On retrouve une cheminée, on retrouve des gens. Donc on voit le troc. Mais on a aussi une information sur le rêve. On a aussi une information sur le fait que, indirectement, sur le fait que les Indiens de l'intérieur, avant d'avoir vu les Blancs qui arrivaient, en ont toujours entendu parler. Pourquoi en ont-ils toujours entendu parler? Mais parce que les Indiens de la côte faisaient du commerce, avaient des relations diplomatiques, puis des échanges matrimoniaux avec les Indiens de l'intérieur. Donc l'information circulait. Alors l'information nous vient ici sur le mode
sur le mode du rêve, mais le rêve est justement le moyen principal de communication avec l'au-delà, avec les esprits. Les Européens sont justement perçus comme étant des esprits, comme étant des dieux. Alors, donc, même si techniquement on pourrait dire impossible que cet homme ait rêvé, on peut savoir par le contexte que l'information a déjà circulé et tout ça est plausible. On peut même prendre un extrait de la tradition orale qui est complètement farfelu et qui est, au sens strict, qui est faux. Du côté de l'ouest de du côté de l'ouest de la baie James, il y a des Indiens qui disent qu'ils ont traversé l'Atlantique d'île en île et que c'est eux qui sont allés chercher les Européens, qui les ont ramenés. On va arrêter. La tradition orale, on peut même prendre un passage qui renvoie aux Indiens de l'ouest de la baie James, un passage qu'on pourrait dire complètement farfelu et on pourrait dire certainement faux. Puisque dans leur tradition orale, ce sont eux, ces Indiens de l'ouest de la baie James, qui sont allés en Europe, les premiers, et qui sont allés chercher les Européens. Ils ont traversé en canot d'île en île l'Atlantique. Ils sont allés les chercher parce qu'ils avaient rêvé qu'il y avait des Européens, avant de les connaître. Et ils les ont invités à venir chez eux. Et ces Européens sont donc venus en Amérique. Alors évidemment, au sens strict, c'est faux. Mais ce que ça nous dit par ailleurs, c'est que les Européens n'arrivent jamais chez les Indiens dans une communauté ou l'autre sans avoir été invités. Il y a toujours eu des contacts préalables. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que ces Indiens sont allés chercher les Européens pour leur supériorité technique, parce qu'ils avaient des outils plus efficaces que les leurs. Mais c'est eux qui sont allés les chercher à cause de leur puissance spirituelle qui est plus grande que celle des Européens. Alors, ce que l'on obtient ici, c'est une information sur la représentation qu'ont les Autochtones, en somme, d'un échange. Ils expliquent la rencontre entre Amérindiens et Européens sur le mode d'un échange entre deux, et donc d'un échange, et où les Indiens ne font pas que recevoir, ils sont porteurs d'une puissance spirituelle qui pourrait transmettre aux Indiens, et les Indiens sont porteurs d'une puissance matérielle ou technique qui pourrait transmettre aux Indiens. Donc, en somme, de leur point de vue, cette rencontre est un échange et ce n'est pas que... c'est l'envers, en somme, de la représentation européenne, de l'arrivée du plein de la civilisation, du plein de la religion dans le vide. Alors, on se représente comme ayant une supériorité religieuse, ce qui est une représentation qui, à certains égards, continue d'avoir cours. Alors donc, à cet égard, la tradition orale est de la plus grande pertinence, d'autant que Sylvie Vincent, avec laquelle j'avais travaillé là-dessus, a poursuivi ses recherches auprès des Inuits avec Joséphine Bacon. Et puis, ils ont trouvé encore plein de récits des premiers contacts, de l'arrivée de la farine avec l'arrivée des Français qui clôturent, qui refoulent les Indiens. Alors, non seulement il importe d'analyser ces témoignages, mais on peut encore recueillir, puisque Sylvie Vincent en a recueilli dans les années toutes récentes. Alors, donc, exploration du côté de la tradition orale. Ensuite, pour ce qui est dans l'univers religieux, j'ai plutôt exploré la manière dont le christianisme était, en somme, intégré, assimilé, transformé, mais à vrai dire, sans aller assez loin dans la compréhension de l'animisme. Mais néanmoins, j'essayais de voir la réaction des Indiens au discours des missionnaires, et en particulier, il y a un beau document sur lequel j'ai travaillé avec Helen Hornbeck-Tanner de Chicago, une longue lettre des Jésuites du 19e siècle, en face sur une île en face de Détroit, c'est au sud de l'Ontario, et c'est une lettre dans laquelle les Ojibwés résistent
fortement à la construction d'une chapelle et à l'implantation du christianisme chez eux. Donc, on voit une réaction de défense de leur territoire religieux. Ultérieurement, j'ai travaillé sur la question judiciaire, en fait, à partir d'un procès. C'était un marchand huron qui est accusé, il me semble que c'est un marchand de bois, et qui invoque le fait qu'il n'a pas à se soumettre aux tribunaux, aux tribunaux canadiens ou québécois, donc civils ou criminels. Et on m'avait demandé de travailler sur le rapport des Autochtones à la justice coloniale. Alors, ça permet de voir d'abord que la justice existe chez les Indiens. Il y a des traditions, il y a une gestion dans toutes les sociétés des conflits. Il peut y avoir exclusion de membres, il peut y avoir des mises à mort, il peut y avoir... enfin, il y a toutes sortes de procédures judiciaires. Donc, en somme, les puissances coloniales n'arrivent jamais dans un pays de vide juridique. Il y a toujours un plein. Et ensuite, ce qu'on essayait de voir à partir des procès, c'était qu'est-ce qui arrivait lors de conflits qui impliquaient des colons et des Indiens, et qui étaient amenés devant la justice coloniale française, puis ensuite anglaise. Alors, ce qui apparaît, c'est que il y a effectivement des meurtres, disons un meurtre d'un propriétaire de cabaret, c'est-à-dire on pourrait dire d'une taverne, un débit de boisson, par un Indien, par exemple, dans la région de Québec. Et il y a des témoins, donc on est certain de la... on est certain de la culpabilité, le juge pourrait intervenir, mais dans tous ces cas, il y a toujours intervention du politique. On peut dire que c'est une tradition dans l'Ancien Régime, mais c'est vrai, mais en même temps une intervention des chefs indiens auprès du pouvoir politique pour négocier, et la sentence est toujours le résultat de négociations. Si les Indiens acceptent éventuellement la mise à mort d'un des leurs, ce qui est extrêmement rare, ils vont toujours s'objecter à ce que ça soit par pendaison, parce que c'est jugé comme étant extrêmement humiliant pour cette personne et pour leur communauté. Et je l'ai compris par après, parce que les Hurons, entre autres, et les Indiens en général dans nos coins, on le voit dans la période d'épidémie, pour rétablir l'ordonnancement du monde, vont pendre des chiens, comme le héros initial a étripé un chien qui avait un rapport incestueux avec la femme première. Alors, on va accepter que le condamné ait la tête fracassée ou qu'il soit fusillé, mais jamais qu'il soit pendu. Donc, alors, on voit quand même, on voit non seulement une résistance, mais on voit les éléments de compréhension de cette résistance qui nous permettent d'entrer dans l'univers culturel des Autochtones. Mais le plus souvent, ça donne lieu à un bannissement. Alors, un bannissement de l'espace colonial, éventuellement un bannissement de la communauté autochtone d'appartenance, mais pas à une mise à mort. Et souvent aussi, ça donne lieu, après de longues négociations, à un pardon. C'est repris sur le régime anglais, et ce que l'on voit, c'est que les Indiens ne sont pas vraiment soumis aux tribunaux criminels, en tout cas avant 1825. Et donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils entrent dans le régime, dans le régime de justice coloniale. Un petit peu, on va le faire en pause. Après avoir travaillé sur la justice coloniale avec Étienne Gilbert, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Savoyat sur les associations
les alliances autochtones autour de la conquête. Il y a une fédération qui s'appelle la Fédération des Sept Feux, qui regroupe les Indiens domiciliés, c'est-à-dire vivant à proximité des colons de la basse vallée du Saint-Laurent, là, de la région de Montréal jusqu'à Québec avec les Hurons. Et pour savoir si jusqu'à quand, à quand remontait cette alliance, on a d'abord cru que c'était très ancien, que ça remontait peut-être à la Grande Paix de Montréal de 1701 ou peut-être même plus vieux. C'est très vieux dans la... il y a des références très anciennes à une fédération des Sept Feux, mais il est apparu que c'était né autour de la conquête et probablement largement sous initiative britannique, ce qui nous a conduit à aborder la question des traités de la conquête, parce qu'il y a eu des traités entre le pouvoir colonial britannique et les Indiens précédemment alliés aux Français dans l'espace de colonisation français, c'est-à-dire disons de Montréal vers Laval. Les Indiens des Grands Lacs se sont révoltés avec Pontiac, qui s'objectait à ce que les troupes britanniques prennent la place des troupes françaises en disant les Français étaient nos invités chez nous, les Anglais viennent en conquérant, nous défendons notre pays. Il y a donc eu une guerre qui a duré 2 ans où ils ont été défaits essentiellement par la variole, encore une fois. Mais les Indiens d'ici, avec la présence de l'armée britannique, avaient peu de possibilités de se révolter, et ils ont conclu des traités d'alliance. Alors, on a fait le suivi de ces traités d'alliance. Il y en a un d'ailleurs qui était jusqu'en Cour suprême du Canada, c'est le traité entre les Hurons et le gouverneur Murray du 5 septembre 1760, par lequel Murray conclut la paix avec les Hurons à titre d'alliés et de sujets, mais jamais seulement comme sujet, toujours comme alliés également, et leur reconnaît le droit au maintien de leurs coutumes et leur garantit qu'ils ne seront pas molestés. D'autres ont contesté en disant que c'est un sauf-conduit. Quant à moi, je considère que c'est un traité qui a été un traité temporaire, en tout cas, qui a été ratifié par un traité à Kanawake le 15 septembre. Alors, la question des traités, évidemment, est de la plus grande importance parce que ça fait partie du régime juridique contemporain. Et les Indiens ont des droits en vertu d'une occupation traditionnelle du territoire ou en vertu de traités, et c'est reconnu dans la Constitution canadienne. Donc, il s'agissait de voir quels avaient été ces traités. Parfois, on a des informations fragmentaires, parfois complètes, et comment on s'y est référé pour un siècle et demi ultérieurement. Est-ce qu'ils ont été complètement oubliés ou est-ce qu'on fait des rappels de ces traités? Et donc, on a suivi ces traités sur en gros un siècle et demi. On fait appel en gros jusqu'en 1920, sauf tout récemment là, avec les Hurons qui sont allés devant les tribunaux en 1990 et qui ont gagné. Alors, donc, ça fonde ces traités reconnaissent aux Indiens, au sens légal du terme, le droit de possession de leur terre de village et de leur terre de chasse et de leur terre de village. C'est important de revenir à ces documents parce que l'interprétation traditionnelle au Québec, c'était de dire qu'il n'y avait pas de traité et que les droits des Indiens avaient été effacés. Le plus souvent, on va dire que les droits des Indiens ont été effacés par le régime seigneurial, et donc la monarchie française avait éteint les droits des Indiens, et les Britanniques, en fait, ont conclu des traités avec les Indiens à partir de l'Ontario vers l'ouest, c'est-à-dire là où il n'y avait pas eu de régime seigneurial. On considérait donc qu'il n'y avait pas de fondement juridique à des droits autochtones au Québec, puisqu'ils avaient été éteints partout par le régime seigneurial.